Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique des marchés financiers. Je suis désolé, ça va être un petit peu décousu aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous très important que je ne peux pas louper. Et soit je fais un truc très rapide et décousu, soit je ne fais rien parce que je vais devoir m'absenter. J'ai donc opté pour la première solution. Pas de backtest, pas de pédagogie non plus. On va simplement faire un tour des news. Pourquoi ça monte? Pourquoi on inscrit un record encore? Et parce que vous ne rêvez pas, les marchés sont même pas encore fermés, mais le SP500 vient d'engloutir le précédent record qui était inscrit il y a 2 jours à 7540. On est à 19% de hausse en 2 mois et on n'est plus qu'à quelques 2%, 3% de l'objectif de la croix dorée M50, M200 dont on ne pensait pas qu'il puisse être atteint cette fois-ci malgré les statistiques flatteuses. Pourquoi? À cause de la guerre en Iran. Et ben, une fois de plus, les statistiques se sont imposées et vous voyez l'avantage d'être un trader systématique, comme on dit, hein, c'est-à-dire on remplit les objectifs du setup, on agit, on réfléchit pas sur la durée, sur le grand nombre. Eh bien, normalement, on doit tendre vers les probabilités théoriques et c'est peut-être ce qui va se passer. En tout cas, on n'en est plus très très loin. Je vous rappelle au passage que si on avait 80% de chances d'aller chercher 77,40, on a également plus d'une chance sur deux d'aller chercher l'objectif suivant, qui est 2 fois le risque initial, à savoir 8896 pour ne pas dire 8900. Il faut vraiment comprendre ça, hein. Bon, pourquoi ça monte? Bah, ça monte pour plein de bonnes raisons et également des mauvaises raisons. En fait, c'est ça qui est intéressant. Vous savez, les news, c'est une chose, c'est important pour le long terme. Mais pour le court terme, il faut vraiment que si vous débutez, vous compreniez ça. Ce n'est pas la news qui est importante, c'est la manière dont elle est perçue. Pourquoi? Parce que les marchés sont irrationnels, ils sont moutonniers, ils sont épidermiques, etc., etc. Je dis pas que les fondamentaux n'ont pas d'importance, ils ont énormément d'importance, mais à long terme, à court terme, les marchés sont irrationnels. Il faut sortir de l'idée selon laquelle ce qui doit se passer se passe. Non, à court terme, c'est comment les marchés voient la news par rapport aux anticipations et par rapport à d'autres choses qui sont pas forcément logiques. Et on est monté. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est monté. Et pourquoi ça aurait très bien pu baisser aussi entre-temps. Le PCE, on l'attendait. Donc c'est une mesure de l'inflation qui est celle qui est la plus suivie par la Banque centrale américaine. On attendait pour le corps, c'est-à-dire le cœur de l'inflation, si on tient pas compte hein, des trucs hyper volatiles comme l'énergie, on l'attendait à 3,3% et on a eu 3,3%. Et alors vous dire 3,3%, c'est énorme. La cible, c'est 2, 2,3. On est à 50% au-dessus, oui, voilà. Mais voilà, on craignait que ce soit encore pire. Ça n'a pas été pire, donc ça a été bien accueilli. On aurait pu dire, et on aurait pu se faire peur, et on aurait pu baisser si on avait dit, ouais, mais c'est trop élevé. La Fed ne pourra jamais baisser les taux avant des mois, voire des années. Oui, mais c'est pas ça qu'on a voulu voir. On aurait pu dire ah ouais, c'est 3,3 hors éléments énergétiques, mais si on tient compte des éléments volatiles, on est à 3,8. C'est énorme. Oui, mais on n'a pas voulu le voir non plus. Également, au niveau de l'espoir de trêve en Iran, enfin appelez ça une paix à venir ou une trêve ou une prolongation du cessez-le-feu, selon que vous soyez optimiste ou pas. Mais voilà, ils continuent à s'envoyer des missiles. Certains auraient pu dire, OK, on n'est pas prêt de voir la paix arriver. Oui, mais voilà, les marchés ont surtout voulu voir que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire d'un côté les États-Unis, de l'autre l'Iran, s'envoient des choses sans dépasser la ligne rouge. C'est-à-dire que bon, voilà, ils commettent pas l'irréparable qui forcerait l'autre partie à dire, OK, non, on arrête, on négocie plus. Là, on se taquine, on s'envoie des choses pour montrer qu'on est en contrôle, mais on négocie toujours tout le monde sait, enfin tout le monde, pas moi, mais les Pakistanais, les intermédiaires, les médiateurs, tout le monde sait qu'ils négocient encore et que ce qui se passe actuellement, c'est surtout une posture. Donc voilà, on n'a pas focalisé sur les mauvaises choses, on a focalisé sur les bonnes et les marchés ont également été, on va dire, bien bienveillants.
Il y a eu également des choses qui ont été vraiment bonnes et c'est ça sans doute qui explique la hausse. C'est ça qui a fait basculer les choses d'un côté plutôt que de l'autre. C'est la révision à la baisse des statistiques du chômage du premier trimestre. Je vous rappelle qu'on a deux trucs super importants actuellement au niveau des marchés. Et là, pour le coup, je parle pas de court terme, je parle de moyen long terme. C'est un, est-ce que l'IA crée du chômage? Parce que si on crée du chômage, bah, c'est pas bon. Vous imaginez bien que si les actionnaires ont plein de fric parce que ils ont du Nvidia, mais que de l'autre, l'essentiel de la population perd son travail parce qu'ils sont remplacés par l'IA, il y a un hiatus, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ben l'IA crée du chômage, les chômeurs ça consomme moins, ça investit moins, les entreprises vendent moins et à terme c'est pas bon pour l'emploi et la croissance économique. Et donc la problématique du chômage est importante et là on l'a révisé à la baisse pour le premier trimestre. Bref, c'était meilleur que ce qu'on avait dit. Ça fait plaisir au marché parce que le narratif IA comme relais de croissance fonctionne toujours. Et la deuxième chose qui interpelle les investisseurs par rapport à l'IA, c'est est-ce que ce gouffre financier peut être rentable, c'est-à-dire que c'est bien beau pour Nvidia ou Micron ou etc. de vendre pour des milliards et des milliards de produits, mais est-ce que derrière ceux qui investissent sont capables derrière de monétiser le truc? Et là, ça a été super bien perçu. Vous avez Snowflake. Alors, vous connaissez peut-être pas Snowflake, mais c'est une boîte énorme aux États-Unis qui a investi des milliards et qui a délivré aujourd'hui ses résultats. Et on a assisté à une hausse de Snowflake de 20-30%, je me rappelle plus. Pourquoi? Un, parce que c'est excellent. Tant mieux pour les actionnaires de Snowflake, mais surtout dans le discours, il y a eu quelque chose de très important, c'est qu'ils ont dit qu'il y a une explosion des ventes qui sont directement liés aux investissements en IA. Autrement dit, comme ils disent, ça délivre. On paye cher, on paye un pognon de dingue, mais derrière, c'est le moteur de la croissance de Snowflake. Alors là, il en fallait pas plus parce que c'est tout le narratif IA, relais de croissance, IA responsable des ventes pour des années et des années, et qui va porter le cours du SP500 et du Nasdaq, qui tient tout simplement. Donc voilà, c'est ça surtout qui explique on a vu le verre à moitié plein et que l'on progresse. Alors au-delà, c'est toujours facile après coup de dire ah bah ouais mais c'est sûr, hein, de toute façon on est en structure haussière. Bah oui c'est sûr, mais on est en structure haussière depuis maintenant des semaines et des semaines, mais on ne consolide pas et on ne consolide pas tout simplement parce que c'est on se fait peur, mais on se fait pas trop peur et à côté de ça, ce qui importe vraiment, on l'a. L'IA, ça permet de faire des milliards de bénéfices. L'IA, ça booste les investissements, ça booste les profits des entreprises. En plus, le chômage ne baisse pas, ou du moins, enfin, ne monte pas, ou du moins, il est sous contrôle. Il y a rien de grave. Ça monte. Alors, est-ce que ça peut continuer comme ça indéfiniment? Évidemment, non. Bon, la question, c'est de se demander jusqu'où ça va monter. C'est vrai, personne ne le sait, mais pour l'instant, spéculer à la baisse, je vous l'ai dit, hein, c'est super dangereux. On pourra éventuellement envisager de spéculer à la baisse, à mon avis, quand on aura cassé la structure haussière, quand on sera plus en structure haussière avec un stop au-dessus. Mais pour l'instant, qu'est-ce que vous allez faire à vous exposer? C'est juste impossible. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter. Je vous dis même que si vous achetez, vous êtes sans doute victime de FOMO, hein. Je dis pas qu'il faille pas le faire encore une fois, mais je dois vous avertir sur le caractère assez exceptionnel de la situation. Je dois également vous avertir que quand ça va tomber, mais personne ne peut savoir quand. Donc le plus important, à mon avis, c'est d'accepter le fait que vous avez d'autres choses à trader et les trader, puis attendre dans l'ombre votre heure. Je vous dis pas quoi faire, je vous dis jamais quoi faire, mais je dois vous dire que même si la peine est profonde de voir le marché s'envoler pour vous de 19%, pour ne pas dire peut-être 20, en l'espace de 2 mois, voilà, c'est comme ça, c'est le temple des regrets, la bourse, hein. Quant à acheter, ben on peut acheter, hein, stop de protection, clôture sous la structure, comme d'habitude. Vous allez me dire, mais t'es fou, tu peux pas acheter. Oui, mais regardez, c'est ce qui s'est passé ici, c'est ce qui s'est passé ici. La stratégie a déjà fonctionné par le passé, et il n'y a aucune raison de penser qu'elle fonctionnera pas ce coup-ci, hein. Donc voilà, pour le Nasdaq, c'est pareil en mieux, puisque c'est pas 0,6%, c'est 0,8% que l'on s'adjuge. Et il n'y a rien à dire. Si vous voulez acheter, soit vous achetez avec un stop de protection large en cas de clôture sous la structure. On a plus 32% pour le Nasdaq en 2 mois. Le Nasdaq a pris un tiers de sa valeur en 2 mois.
Ok, c'est pas historique, mais c'est très 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 rare. Si vous êtes pressé d'acheter, vous pouvez éventuellement acheter avec un stop de protection en cas de clôture du gap, ici. Si vous voulez spéculer à la baisse, moi j'attendrai que l'on casse la structure. Enfin, si d'aventure il me prenait de vouloir spéculer à la baisse, ce qui est vraiment pas dit. Soit j'attendrai que l'on clôture en dessous du gap, que l'on rebouche avec un stop de protection au-dessus. Ok. J'ai déjà dit que je trouve le Dow Jones quand même vachement plus accessible parce qu'on n'est pas sur un régime funiculaire comme ça. Acheter, oui, ok. Stop de protection sous 49 800, 49 300. À chaque fois que je dis acheter, oui, avec un stop de protection en dessous de machin, vous pouvez également faire le difficile, attendre que ça consolide pour se rapprocher à chaque fois du support en question pour améliorer le ratio gain-risque. C'est pas obligatoire, hein, ça c'est il y en a qui adorent acheter sur les retraits, d'autres qui adorent acheter pendant la force. Il y a pas de règle par rapport à ça, mais il y a des conséquences puisque plus vous achetez au moment M, et ben plus vous éloignez le stop de protection par rapport à ce que vous pourriez. Mais bon, il n'y a pas de recette miracle. Je vous montre simplement le SOX, l'indice des semi-conducteurs. Allez, c'est parti. On repart de l'avant. Si vous voulez acheter, parce qu'il y a plein de TF là-dessus, hein, vous pouvez acheter avec un stop de protection en cas de clôture en dessous du gap, pour alors acheter avec un stop de protection sous les plus bas, toujours pareil, hein. C'est les mêmes trades, ils sont tous corrélés. Alors je vous montre simplement, ça devient un petit peu long pour un truc que j'avais prévu rapide, mais regardez le Vanek Office. Alors pourquoi je vous le montre? Parce que celui-là, il était au cœur des craintes sur le crédit privé. C'est-à-dire, bon, là, je peux vraiment pas vous expliquer, mais en fait, vous le savez qu'il y avait des preuves par rapport au crédit privé, et notamment parce qu'ils sont backés, ils sont investis notamment sur l'immobilier commercial. Bah, regardez, structure haussière, des pics ascendants, des creux ascendants. Peut-être qu'il y aura une catastrophe au niveau du crédit privé, mais en tout cas, ceux qui savent vraiment, c'est-à-dire les institutionnels, ils sont pas inquiets, hein, ils achètent. Hein. Toujours pareil, hein. On a de l'info de seconde main, nous. Hein. Je vous montre l'Eurostock 50 qui, bah, y a pas raison de se presser, hein, moins 0,25%. C'est nous, c'est l'Europe, le DAX, le CAC, l'Eurostock, tout. Ça traîne un peu. On a comblé le gap, mais on a clôturé au-dessus. C'est généralement conçu comme un signal haussier. On peut faire, enfin moi je le faisais quand je faisais du trading de cette nature. On peut acheter maintenant un stop de protection en cas de touchette ou de clôture en dessous des plus bas parce que c'est un signal aussi en tant que tel. Si vous voulez spéculer à la baisse, c'est chaud quand même. Hein. Je sais pas ce que vous pouvez faire. Vous pouvez spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus des plus hauts, mais ça devient du fétichisme, quoi. Je dis pas que ça vaut pas le coup, mais spéculer à la baisse pour spéculer à la baisse parce qu'on n'est pas content après le marché, moi je veux bien, mais ça a jamais fait des trades profitables sur le long terme. Hein. Pareil pour le DAX, hein, on a fait semblant de combler le gap, mais on l'a pas comblé, c'est plutôt un signal aussi parce qu'on a clôturé au-dessus. On peut mettre un stop de protection en cas de clôture véritable sous le gap. On peut spéculer à la baisse, mais j'attendrai que l'on comble le gap. Le CAC 40 aussi, c'est le même trade. C'est-à-dire qu'on est venu combler le gap, mais on n'a pas clôturé en dessous. On peut spéculer à la hausse avec un stop de protection en cas de clôture. C'est mon chien qui s'étouffe, ça. On peut spéculer à la baisse, mais j'attendrai que l'on clôture sous le gap. Je vous montre aussi, bah, toujours le Nikkei. Le Nikkei qui a abandonné un peu de terrain aujourd'hui. Si vous voulez acheter, vous pouvez. Je mettrai le stop de protection là sous 59 000 points. Désolé, je vais un peu vite là. L'or qui rebondit mollement. Pourquoi? Parce qu'on est sur un support qui pourrait vous intéresser. En tout cas, tous ceux qui font un petit peu d'analyse technique ont renforcé sur les 44,00, 42,80. C'est du mimétisme. Stop de protection en cas de clôture en dessous. J'aurais pu acheter, mais j'ai pas acheté. Il me manque quelque chose, je le sens pas, puis on est en train de payer le prix fort des taux d'intérêt, c'est toujours pareil. Donc, je dis pas que j'achèterai pas, mais un, je vous le dirai toujours avant, deux, il me manque quelque chose, ok. En tout cas, c'est pas du tout ridicule de le faire. Alors, ceux qui l'ont fait sont déjà gagnants. Stop de protection en cas de clôture sous les 44,0, 42,80. Le silver, c'est pareil. Sauf que la progression est de 1,6%. Ouais, on peut considérer, bon, c'est pas une science exacte, hein, l'analyse technique. Hein. On peut dire qu'on a rebondi sur la zone, même si on l'a pas touché. Stop de protection en dessous des 71, 61 dollars si vous avez envie. Le pétrole enfin le cuivre qui repart sur des espoirs de reprise économique. Enfin non, pas de reprise économique, on est en situation de croissance économique. Hein. On peut acheter, stop de protection, je le mettrai sous 5,355.
Quand je vous dis qu'on peut acheter, je suis pas en train de vous dire qu'il faut le faire naturellement. Ne prenez jamais ce que je vous dis comme des conseils, hein. Les conseillers sont pas les payeurs. Je vous donne ma vision des marchés. Toujours, toujours, toujours. Ce sont jamais des conseils. Même quand je vous dis je prends ce trade-là, j'ai raison à peine 2 fois sur 3, hein. Donc, faut pas me suivre. Jamais. Je vous montre également le pétrole. Alors forcément, le pétrole, quand ça va moins bien, ça monte au niveau de l'Iran, et quand ça va mieux, ça descend. Et là, on considère justement que ça va, il n'y a pas de progrès. Donc on a fait 0,03%. Je suis pas preneur, ça m'intéresse pas du tout. Sur le principe, ça m'intéresserait éventuellement d'acheter en bas là pour parier sur un retour sur le haut, mais je vous dirai toujours avant, pour l'instant on n'y est pas. Bitcoin et Ethereum également souffrent énormément de la hausse des taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que ça réduit la liquidité. Si les taux d'intérêt montent et moins de liquidité dans l'économie, moins on peut emprunter et investir pour faire mumuse sur les marchés financiers, hein. Je dis ça sans aucun mépris, hein, je fais mumuse sur les marchés financiers, hein. Mais voilà, ça coupe un petit peu l'herbe sous le pied. Vous voyez, j'avais dit hier que j'avais pris mes profits sur le Bitcoin. Vous voyez bien que je n'ai pas été le seul, hein. Tous les traders gardent un œil sur les supports, hein, que l'on veuille ou pas. Et le fait qu'on ait clôturé sous les 77, 75, 00 hier, ça entraîne une accélération baissière, mais qui est contenue pour l'instant, qui est contenue. C'est même peut-être pour certains un point d'entrée, mais moi j'attendrai que l'on reconquiert la zone ici pour acheter avec un stop de protection plus tard sous les plus bas. Là, c'est trop tôt pour acheter, à mon humble avis, parce que ça a plutôt, jusqu'à preuve du contraire, des aspects de cassure que de fausses cassures, hein. Si vous voulez spéculer à baisse, vous pouvez, stop de protection sous les plus hauts. Okay. Et l'Ethereum qui s'en sort mieux en ce sens que le support n'a pas été cassé. Et ça, c'est pas mal. Peut-être qu'il va tenir même. Mais en tout cas, on rebondit dessus, hein. C'est 2000-1950. Certains peuvent acheter ici, stop de protection en cas de clôture en dessous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous mettez en dessous de ma vidéo. Vous pouvez liker, ça me fait plaisir. Vous pouvez vous abonner, ça me fait plaisir. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.